Bonjour et bienvenue dans cette conférence en ligne dédiée aux aspects juridiques de la transmission du foncier. Je m'appelle Rémi Castel, je suis conseiller transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne et je suis l'animateur de cette conférence en ligne qui doit se terminer à 15 heures. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'installation et de la transmission qui est organisée tous les ans par votre Chambre d'agriculture et l'ensemble des partenaires du réseau Transmission Bretagne. Ce réseau regroupe plus d'une vingtaine d'organismes au travers d'une charte qui fait la promotion du renouvellement des générations. Pour les raisons que vous connaissez, cette année, nous avons organisé cet événement en webinaire. Cette séance est l'avant-dernière des 15 mini-conférences qui vous sont proposées depuis le début de la semaine. Si vous avez manqué les premières, sachez que vous pourrez les consulter en replay sur nos réseaux. La transmission du foncier est un thème très important qui a la particularité de s'adresser aussi bien aux futurs cédants, qu'ils soient propriétaires ou locataires, ainsi qu'aux futurs installés. En effet, la transmission du foncier est souvent la clé de voûte des projets de cession ou d'installation. Pour m'aider à traiter ce sujet, j'ai donc demandé à Magali Broustal de bien vouloir intervenir. Juriste à la Chambre d'agriculture, elle a une grande expérience des questions foncières. Bonjour à tous. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment partager des commentaires ou poser des questions en envoyant un SMS au numéro suivant, le 06 07 64 49 04. Ce numéro s'affichera en permanence tout au long de la séance. Dans un bureau à proximité, ma collègue Sylvie Fisch, conseillère transmission sur le Sud Finistère, est également présente et recueillera vos messages. Notre intervention donc est prévue jusqu'à 15 heures, mais nous avons prévu du temps pour répondre à vos questions, donc n'hésitez surtout pas à envoyer un SMS au numéro qui s'affichera pendant la présentation. Pour cette conférence sur les aspects juridiques de la transmission, nous tâcherons de vous faire des apports les plus pratiques possibles. Nous avons donc prévu d'aborder principalement les autorisations d'exploiter, pour qui, comment, quand faire la demande, les cessions par vente, quelles précautions prendre, le droit de préemption, les différentes formules locatives, quelles sont leurs différences, leurs cessions. Pour entrer dans le vif du sujet, Magali, je pense qu'il est important que tu nous fasses un premier point sur deux obligations qui sont à la fois différentes mais cumulatives. En effet, pour accéder au foncier et mettre en valeur des terres agricoles, le futur exploitant doit disposer de deux éléments cumulatifs. Il doit bénéficier d'une autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures, c'est-à-dire d'un arrêté préfectoral délivré par le préfet de région. Mais le candidat doit aussi être titulaire d'un titre de jouissance, d'un titre d'occupation, qui peut être un bail, un acte d'achat et de vente, un acte de succession, comme une donation, ou éventuellement un contrat précaire. Il peut s'agir d'un commandat, d'une convention d'occupation précaire. Ainsi, pour donner un exemple, de principe, ce n'est pas parce qu'on me prête gratuitement des terres pour les exploiter que je ne dois pas avoir une autorisation d'exploiter sur ces terres agricoles. Tout accès au foncier, toute possibilité d'exploiter des terres n'est pas forcément soumis à autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures. En effet, il existe trois situations. Les opérations qui ne sont pas soumises à autorisation d'exploiter, c'est-à-dire qui ne nécessitent aucune démarche particulière. Le cas des opérations qui sont soumises à simple déclaration. Que signifie simple déclaration? C'est-à-dire je déclare, je n'attends pas un oui ou un non, c'est-à-dire une réponse de la part de l'administration. Et les opérations qui sont soumises à autorisation d'exploiter. Je vais maintenant vous présenter les opérations qui ne sont soumises à aucune démarche. Par la suite, Magali reprendra la suite donc pour vous parler de celles soumises à déclaration ou autorisation.
Les opérations non soumises sont celles qui consistent en la reprise de certaines petites structures pour lesquelles le demandeur dispose de la capacité agricole. Alors, au titre du contrôle des structures, la capacité est justifiée par un diplôme agricole de 4e catégorie, type BPREA, ou 5 ans d'expérience professionnelle agricole. Quand il est pluriactif, le demandeur doit avoir des revenus inférieurs à 3120 SMIC horaires. Il faut que les terres sollicitées soient à moins de 2,5 km de son siège d'exploitation et que la reprise ne prive pas l'exploitation cédante d'un bâtiment essentiel ou ne la ramène pas en dessous de 20 hectares. À noter également que le demandeur ne doit pas déjà être exploitant dans une autre structure. Il ne doit pas non plus envisager de mettre en valeur les terres par le biais d'une société qui n'aurait pas de membres associés exploitants. Et surtout, il faut que sa surface pondérée totale après projet reste inférieure à 20 hectares. Et il est très facile de dépasser ce seuil. Par exemple, pour atteindre ce seuil de 20 hectares, en pondéré, il suffit d'1,25 hectare de maraîchage plein champ. Les coefficients de pondération pris en compte par l'administration figurent dans l'arrêté préfectoral du SDREA, le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Les opérations non soumises, en fait, ne concernent en définitive que quelques cas particuliers, car ces critères donc sont tous cumulatifs. Et il suffit qu'un seul ne soit pas rempli pour que l'opération relève des 2 autres cas que va maintenant vous expliquer Magali. Les opérations soumises à déclaration sont les cas de transmission de ce qu'on appelle les biens de famille. Alors qu'entend-on par biens de famille? Ce sont des terres qui ont été reçues par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au 3e degré. Il y a de plus des conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de ce système de simple déclaration. Le demandeur doit être titulaire de la capacité professionnelle ou d'une expérience professionnelle équivalente. Les terres objets de la reprise doivent être libres de toute location. Les terres sont détenues dans le giron familial, propriété de la famille jusqu'au 3e degré depuis au moins 9 ans. Ce critère de détention dans le giron familial est interprété de manière assez large par la jurisprudence, particulièrement lorsqu'on est en présence d'une indivision. Enfin, si le demandeur s'installe, il n'est soumis à aucune obligation de surface. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un agrandissement portant l'exploitation au-delà de 20 hectares, en surface équivalente, la demande est soumise à autorisation d'exploiter. Nous avons vu donc les différents cas d'opérations non soumises, les opérations soumises à simple déclaration. Qu'en est-il aujourd'hui des opérations soumises à autorisation d'exploiter, qui sont par défaut donc les cas que nous n'avons pas vus précédemment? Alors comment se passe une demande d'autorisation d'exploiter? Donc le demandeur doit retirer un dossier et le déposer auprès de la DDTM. Il va le remettre en main propre ou éventuellement l'adresser en lettre recommandée avec accusé de réception. Préalablement, il devra bien sûr avertir les propriétaires des biens objets de la reprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement en leur faisant signer un courrier dont un modèle est disponible dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Il doit ainsi prouver qu'il a bien informé les propriétaires de la demande d'autorisation d'exploiter à l'administration qui va instruire le dossier. Attention, une petite remarque, mais lorsque le propriétaire est une indivision, c'est-à-dire plusieurs personnes, lorsque le droit de propriété est démembré, on peut être en présence d'un usufruitier et de plusieurs nus propriétaires, par exemple le conjoint survivant, le parent qui est usufruitier et les enfants nus propriétaires. L'obligation d'information concerne l'ensemble de la pleine propriété, c'est-à-dire l'usufruitier et les nus propriétaires. Si cela n'est pas fait, l'administration ne doit pas instruire le dossier, l'information n'est pas dite complète. Juste peut-être un petit conseil à propos de cette information aux propriétaires.
Même si un simple courrier avec recommandé suffit pour déposer une demande, il est souvent très très important de prendre contact avec les propriétaires avant d'entamer les démarches. Tu as tout à fait raison sur cet aspect essentiel, hein, parce qu'il arrive parfois que certains propriétaires reçoivent un courrier du demandeur qu'ils ne connaissent pas, avec qui ils n'ont jamais eu de contact. Donc la première chose, comme tu le disais Rémi, c'est d'avoir pris un petit contact physique ou téléphonique avec le propriétaire préalablement. Donc une fois que le dossier est complété, et cette information donc, dont on vient de parler a été réalisée, donc le dossier est adressé à la DDTL qui va réaliser une publicité foncière, à la fois sur son site internet, mais aussi à la mairie. Cette publicité foncière a une durée de 2 mois, c'est-à-dire que pendant ce délai de 2 mois, toute personne susceptible de faire une demande concurrente pourra la réaliser. Passé ce délai de 2 mois, le préfet de région doit apporter une réponse au candidat. En l'absence de concurrence, le délai de réponse sera de 4 mois. Ce délai de 4 mois peut être porté jusqu'à 6 mois en cas de concurrence. Les demandes concurrentes, précisons bien sont examinées par la CDOA, la Commission départementale d'orientation agricole, qui va, dans cette hypothèse-là, donner un avis. Sauf pour les cas d'agrandissement abusif, ce qui est assez rare, donc tout demandeur sans concurrence obtient donc une autorisation dans le délai de 4 mois sans examen de la CDOA. Donc les dossiers en concurrence, eux, sont examinés par la CDOA. Il faut savoir que cette commission a un rôle consultatif, mais la décision, elle, revient au préfet. Pour prendre sa décision, le préfet s'en remet au schéma directeur régional des exploitations agricoles, donc SDREA. Ce document comporte 10 priorités que vous voyez à l'écran, et chaque priorité comporte également des sous-priorités. Comme l'exploitant est-il à titre exclusif ou pas, l'exploitation est-elle la dominante d'élevage ou non, est-elle en production bio ou pas, quelle est la dimension économique des exploitations concurrentes, et encore d'autres sous-critères. Les demandes concurrentes sont alors classées selon cet ordre de priorité. Si elles se trouvent au même niveau, le préfet peut être amené à prendre plusieurs décisions favorables, mais ce n'est pas très fréquent. Vous pouvez voir donc dans ce tableau que l'installation avec capacité professionnelle est en 4e position, donc assez haut dans l'ordre des priorités. Par contre, les installations sans diplôme se retrouvent en 10e position, donc à la fin. Disposer de la capacité professionnelle est donc très important pour réussir à s'installer quand on est sur un secteur au foncier convoité. À noter également, dès la 2e ligne, une priorité élevée pour la reprise de parcelles situées à proximité des bâtiments d'élevage. Bien que limitée en surface, cette priorité accordée au voisinage peut parfois impacter certains projets d'installation, surtout quand la structure à reprendre est assez morcelée. Alors, une fois qu'on a obtenu une décision, qu'en est-il de sa durée de validité? Eh bien, sa validité va normalement jusqu'à la fin de la campagne suivante. Elle est donc variable de 12 à 18 mois en fonction de la période de signature de l'autorisation. Cette date de validité est normalement mentionnée dans l'arrêté préfectoral, donc envoyé aux bénéficiaires. Si, pendant ce laps de temps, on obtient un titre d'occupation, la signature d'un bail, l'acte d'achat, la donation, cette autorisation devient alors définitive. Au contraire, si rien n'est signé avec le propriétaire, elle devient donc caduque après cette date. Attention, car un refus d'autorisation sur une partie des terres peut impacter un projet d'installation. En cas de refus, se garder du temps entre la réponse de l'administration et la date de cession prévue peut alors permettre d'effectuer un recours, de trouver un arrangement sur les terres ou tomber d'accord sur de nouvelles modalités de cession. Étant donné les délais de réponse importants de l'administration, j'ai donc personnellement tendance à conseiller au futur installé de faire sa demande assez en amont, dès la signature du protocole de cession avec le cédant.
Je vous propose maintenant de voir quelques exemples en cas d'installation. Donc, premier cas, les installations sans capacité professionnelle. Là, dans cette situation-là, quel que soit le type d'installation, la demande sera soumise à autorisation d'exploiter. Et dans le cas d'installation avec capacité professionnelle, donc diplôme type BPREA ou 5 ans d'activité professionnelle agricole antérieure. Dans ce cadre-là, lorsque l'on est dans la situation d'une installation dans une société existante sans agrandissement, la demande n'est pas soumise à autorisation d'exploiter. Dans le cadre d'une installation dans une société existante avec agrandissement, dans ces cas-là, la demande est soumise à autorisation d'exploiter. Autre exemple, une installation supérieure à 20 hectares sur des terres familiales libres. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous sommes dans la situation du cas soumis à simple déclaration. Donc il y a une déclaration à faire auprès de l'administration et pas une demande d'autorisation d'exploiter, bien entendu. Dans le cadre, nouvel exemple, d'installation supérieure à 20 hectares sur des terres non familiales, au sens décrit précédemment, la demande d'autorisation d'exploiter est obligatoire. Et enfin, dernier exemple, d'une installation en maraîchage sur 1,5 hectare en culture de plein champ plus 500 mètres carrés de tunnel froid. Le dossier est soumis à autorisation d'exploiter puisque dans ce cadre-là, on est à 27 hectares en surface équivalente. Le SDREA est disponible sur le site de la préfecture et j'invite les futurs cédants et futurs installés à en prendre connaissance. Nous allons maintenant nous intéresser aux ventes immobilières. Elles concernent ce qu'on appelle le foncier bâti et le foncier non bâti, à savoir les terres, les bâtiments d'exploitation, mais aussi les bâtiments d'habitation. Comment ça se passe ? Les parties qui sont donc le vendeur et l'acquéreur vont signer un avant-contrat, c'est-à-dire un compromis ou une promesse de vente et d'achat. Cet avant-contrat va contenir un certain nombre de conditions suspensives. Qu'est-ce qu'une condition suspensive ? Ce sont des événements qui vont permettre le plus souvent à l'acquéreur de se désengager de la vente si la condition n'est pas levée. Il peut s'agir par exemple de l'autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures, de l'obtention d'un financement bancaire, de l'installation du candidat, de l'obtention de la dotation jeune agriculteur, dite DJA, ou encore lorsqu'il y a un projet de construction ou d'agrandissement pour l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, permis de construire. Attention, l'acquéreur qui souhaite se désengager sans avoir levé une telle option prévue à l'acte peut être contraint de régler une sanction financière que l'on va appeler clause pénale, qui représente parfois 10% du prix de vente. Il faut savoir aussi qu'un compromis de vente, une fois signé, le notaire a l'obligation de le notifier à la SAFER. La SAFER dispose alors d'un délai de 2 mois pour exercer ou pas un droit de préemption. Une fois les droits de préemption purgés et le délai pour lever les conditions suspensives passées, l'acte de vente définitif va pouvoir se réaliser par voie notariée. Et quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on est vendeur ou acheteur également ? Lorsqu'on vend un bien, il faut bien se rappeler dans quelles conditions et selon quelles modalités ce bien a pu nous être vendu. Car parfois ces conditions ou ces modalités peuvent empêcher ou gêner la future vente. Par exemple, lorsqu'on a acheté un bien via la SAFER, un cahier des charges a été accepté par l'acquéreur qui peut l'obliger à ne vendre le bien qu'avec l'accord de la SAFER et que dans un délai qui a pu être imparti dans ce cahier des charges et qui a été fixé par la SAFER. Attention, attention pour les terres non libres. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Si vous êtes acquéreur de terres agricoles et qu'elles sont déjà exploitées, vérifiez quels peuvent être les droits de l'exploitant en place. A-t-il un bail ? Est-il occupant sans droit ni titre ?
s'il a un bail, sera-t-il facile de le résilier aisément? Faites très attention à ce point-là. Nous allons maintenant étudier les baux ruraux. Une petite particularité concernant le bail rural et le statut du fermage. Le statut du fermage est régi par des dispositions qu'on dit d'ordre public. Qu'est-ce que cela signifie? Si je vous donne un exemple pour simplifier les choses, la durée du bail est de 9 ans. C'est ce qu'on appelle une disposition d'ordre public. Ça veut dire que je ne peux légalement établir un bail de 3 ans, par exemple. Le bail rural va donc revêtir plusieurs formes qui vont aussi avoir des conséquences sur leur durée. Le bail verbal, par définition en l'absence d'écrit, est censé être établi pour 9 années. Le bail sous seing privé, le plus courant, est conclu pour 9 ans. Enfin, le bail notarié peut être rédigé pour 9 années ou encore dans le cadre de baux à long terme pour 18, 25 ans ou un bail de carrière. Donc on entend encore parler de temps en temps dans les campagnes du bail 369. Le bail 369, un bail c'est minimum 9 ans. Comme je viens de le préciser, Rémi, en effet, la durée est une disposition comme d'autres qui est d'ordre public au niveau du bail rural. Donc la durée est forcément de 9 ans. Je peux donner par exemple aussi un autre exemple concernant une disposition d'ordre public qui est le droit de préemption. Le locataire dispose d'un droit de préemption en cas de vente. Cette disposition-là est d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas établir un contrat de bail en prévoyant que le locataire ne serait pas prioritaire en cas d'achat. Donc le bail de 9 ans, il peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, verbal, sous seing privé ou notarié. Il se renouvelle par tacite de reconduction pour la même durée. Le montant du fermage n'est pas libre et est encadré par un arrêté préfectoral dans chaque département. Les conditions de résiliation et de congé du bail sont strictement prévues par la loi, qu'il s'agisse des conditions de forme, c'est-à-dire le délai dans lequel le congé est délivré, aussi le type de congé qui peut être délivré, par voie d'huissier par exemple, et les conditions de fond, le motif du bail est aussi strictement prévu par la loi. Le locataire dispose, on vient d'en parler à l'instant, en cas de vente, d'un droit de préemption, c'est-à-dire qu'il est prioritaire en cas de vente. Le preneur a aussi la possibilité de céder son bail à son conjoint, sa conjointe, son partenaire pacsé, sa partenaire pacsée, un descendant ou une descendante. Le bail de 18 ans, le bail à long terme de 18 ans, il est obligatoirement réalisé par voie notariée. Il a une particularité, à savoir que le loyer peut être majoré d'un certain pourcentage. Dans la plupart des cas, ce pourcentage-là qui est prévu par arrêté préfectoral avoisine les 20%. L'intérêt du bail à long terme est avant tout fiscal pour le propriétaire, puisque le propriétaire bailleur peut bénéficier d'exonération de droits de mutation en matière de succession, et il bénéficie aussi d'avantages en cas d'imposition sur la fortune immobilière. Sur les autres aspects, il ressemble beaucoup au bail de 9 ans, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le bail à long terme de 25 ans, il a des dispositions qui sont identiques au bail de 18 ans. Une grande particularité tout de même du bail de 25 ans, il a la possibilité d'éviter le renouvellement tacite à son terme par une disposition qui serait prévue au bail. Donc tu nous as dit que le statut des baux ruraux permettait parfois d'envisager des cessions de bail aux repreneurs, mais il faut faire très attention à regarder véritablement qui est le titulaire actuel du bail et qui est le futur repreneur. Nous allons donc voir ensemble ce tableau qui récapitule certains cas possibles. Oui, une petite parenthèse quand même sur cet aspect-là, Rémi, sur la cession du bail. La cession du bail, nous allons voir les cas dans lesquels elle est possible, mais dans tous ces cas-là, elle nécessite l'accord écrit et préalable du propriétaire.
hein, elle n'est pas de plein droit. Il faut forcément cet accord écrit préalable, j'insiste sur ce point-là. Donc, Magali, si le bail est initial, le titulaire actuel est une personne physique, quels sont les cas qui s'offrent à nous? La cession est possible uniquement si le bénéficiaire est le conjoint, la conjointe ou le descendant, la descendante du bailleur. D'accord. Et si... Du bailleur, du preneur, excuse-moi. Oui. J'espère que vous avez rectifié, excusez-moi. Et si au contraire c'est la société qui est titulaire du bail? Alors attention, qu'est-ce qu'on entend par société titulaire du bail? Ou bail à la société. J'insiste sur cet aspect-là aussi. Il ne faut pas confondre le bail au nom d'un associé et le bail mis à disposition de la société. Même si dans ce dernier cas, c'est la société qui règle le fermage, très souvent pour des raisons comptables, le titulaire du bail reste la personne physique énoncée au bail. Donc, si c'est la société qui est titulaire du bail et que le repreneur reprend la société avec la même personnalité juridique, la même entité juridique, hein, le même numéro de sirène, le bail continue. Par contre, dans tous les autres cas, le bail s'arrête. Aucune cession du bail n'est possible. Il est nécessaire, dans cette hypothèse-là, de rédiger un nouveau bail et d'obtenir l'accord du propriétaire pour cette rédaction. Donc pour les candidats, un conseil, réfléchissez donc bien sur, quand vous allez rédiger un bail, sur qui sera le titulaire de ce futur bail. Le locataire sera-t-il l'individu personne physique, le couple, monsieur et madame, monsieur ou madame, la société ou les associés, personnes physiques. Parce que ce choix-là aura des conséquences en cas de décès, en cas de dissolution éventuelle de la société ou en cas de cession de l'entreprise, donc en cas de cession du bail. Nous allons passer maintenant à la résiliation du bail. Personnellement, je rencontre beaucoup de cédants locataires, futurs cédants locataires qui pensent qu'on peut résilier le bail à partir du moment où on prévient les propriétaires 18 mois avant. En fait, c'est pas si simple. Alors, il faut peut-être préciser en amont que la résiliation du bail de manière amiable est toujours possible. À savoir si les deux parties sont d'accord, bailleur et preneur, les deux parties peuvent très bien, à n'importe quel moment on se trouve, décider amiablement de résilier le bail. Si nous ne sommes pas dans ce cas d'accord amiable, la résiliation ne peut s'opérer de fait que dans certains cas et pour certains motifs. Par exemple, en cas de retraite, le locataire doit avertir le propriétaire 1 an avant l'échéance annuelle du bail par l'aide recommandée avec accusé de réception. Autre exemple, en l'absence de motifs, alors de motifs prévus par le code rural, le locataire peut résilier le bail 18 mois avant l'échéance normale du bail, pour un bail de 9 ans à la fin des 9 ans, par l'aide recommandée avec accusé de réception. Nous avons vu les caractéristiques principales des baux ruraux. Maintenant, peux-tu nous présenter les autres types de conventions d'occupation qui, elles, n'entrent pas dans le champ d'application du statut du fermage? Alors, il existe en effet d'autres situations juridiques d'exploitation des terres agricoles, en dehors du fait d'être propriétaire et locataire, ou locataire, pardon, comme on vient de le voir. Mais ces autres cas sont des contrats plus précaires qui peuvent dès lors poser des problèmes en matière d'installation, mais aussi, lorsqu'on est déjà installé, par rapport à la pérennité de l'exploitation. Par exemple, le commodat, qui est une mise à disposition à titre gratuit, dispose de conditions de durée et de résiliation qui sont très peu protectrices pour le locataire. Autre exemple, la convention d'occupation précaire, qui est utilisée très souvent par des collectivités locales pour des terres dont la destination est amenée à changer, changement de destination en termes d'urbanisme. Là encore, la précarité existe dans ce type de convention concernant justement la durée et les facultés de résiliation de ce type de contrat. Donc ces conventions existent, mais on ne peut vraiment pas conseiller à un jeune de baser son installation sur ce type de contrat. Tout au plus peuvent-ils être utiles pour mettre en valeur quelques terres complémentaires, mais non essentielles au projet.
Tout à fait, Rémi. Je partage ton opinion à ce niveau-là. Et voilà, d'autant plus si il s'agissait d'une installation aidée, hein, la difficulté se poserait encore plus sur l'instruction du dossier. Tout à fait. Enfin, on va parler des donations, de la succession, puisque on peut aussi accéder au foncier dans le cadre d'une succession, c'est-à-dire lorsqu'on hérite. Mais de leur vivant, les propriétaires peuvent aussi décider de transmettre tout ou partie de leur foncier. Il existe 3 types de donations. La donation en avancement douarie. L'héritier va recevoir ainsi une avance sur la part de sa succession. La donation par préciput et hors part. La part de la succession qui va être donnée ne va pas être rapportée sur la part de l'héritier, mais sur la quotité disponible. C'est-à-dire, si je dois expliquer les choses de manière plus simple, un héritier peut être avantagé par rapport à un autre, un enfant qui s'installe pourrait être avantagé par rapport à ses frères et sœurs. Enfin, la donation-partage qui permet au propriétaire d'organiser sa succession, son partage de son vivant. Dernier point, cette fois-ci sur les droits à paiement de base, les ex-DPU. Ce n'est pas du foncier, mais ils sont souvent très importants pour leurs preneurs et leur transmission accompagne le transfert des terres. Alors, si le cédant exploitant est titulaire de DPB, les droits à paiement de base, il devra penser à organiser leur transfert administratif au mois de mai de l'année. Attention, la cession d'exploitation ne se fera pas forcément à cette période-là, à cette date-là. Dès lors, le cédant va s'engager juridiquement à la cession de ce transfert administratif plus tard. En l'absence de DPB, il peut arriver qu'on reprenne des terres du foncier sur lesquelles il n'y avait pas de DPB ou aucun transfert de DPB n'a pu s'opérer pour diverses raisons. Le futur repreneur peut aussi envisager de demander une dotation de DPB via la réserve. Merci beaucoup Magali. Notre présentation commune est maintenant finie. Donc il nous reste un quart d'heure pour pouvoir répondre aux questions que vous nous avez envoyées par SMS. Sylvie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as des questions à nous faire remonter? Nous avons de nombreuses questions. Alors je vais démarrer avec des questions concernant le schéma des structures. Alors, la première question, la lettre d'information au propriétaire doit-elle être faite avant l'achat des terres, quand il s'agit justement de faire une demande d'autorisation d'exploiter? Bon. Oui, puisque en fait la personne vraisemblablement si elle achète des terres c'est pour pouvoir les exploiter, donc il vaut mieux faire la demande d'autorisation d'exploiter avant de s'engager dans un achat. D'accord. Est-ce qu'un concubin est considéré comme un allié, enfin un allié dans le cadre de la demande d'autorisation pour un bien de famille? C'est-à-dire est-ce qu'il doit faire une simple déclaration suffit ou pas dans le cadre de la transmission d'un bien de famille à un concubin? Alors, le concubin, en droit français, en matière de succession, n'est rien, malheureusement. Donc, le concubinage n'est pas un statut en termes de succession. Donc, je réponds simplement à ta question, non. D'accord. Autre question, toujours sur le schéma des structures, notamment par rapport aux ordres de priorité. Alors, je suis en cours, donc il s'agit d'un candidat à l'installation, je suis en cours d'acquisition de ma capacité agricole. Et est-ce que du coup, je serai propriétaire au schéma des structures dans le cadre de l'installation et la priorité? Votre réunion va prendre fin dans 10 minutes. Alors, quelqu'un qui est en cours d'acquisition de la capacité professionnelle ne peut pas prétendre à la priorité 4.2 tant qu'il n'a pas encore sa capacité professionnelle, qu'il n'est pas inscrit au 3P et qu'il n'a pas fait son 21 heures. Par contre, le préfet doit prendre sa décision au regard de l'ensemble des éléments dont il dispose le jour où il prend sa décision et il est possible de déposer un dossier sans avoir encore tous les éléments nécessaires et si c'était par exemple le 21 heures qui manquait pour pouvoir accéder à la priorité 4 et que ce 21 heures soit réalisé avant la prise de décision, à ce moment-là, le préfet remonterait le dossier en priorité 4. Très bien. Alors, pour le
schéma des structures, on a fait le tour. J'ai une question concernant la location-vente. Deux questions même. Comment ça marche, la location-vente de foncier au niveau administratif et juridique? Et notamment, est-ce qu'il y a des mises en garde à faire aussi bien pour les cédants que pour le repreneur? Et deuxième question, non, je crois que c'est celle-ci en fait. Voilà, donc tout simplement, est-ce que la location-vente du foncier est quelque chose de reconnu? Alors c'est une question très pertinente, en tout cas qui nous revient souvent, pour divers objectifs d'ailleurs, on va dire ça comme ça. Alors, la location-vente, juridiquement à ses limites, je vais dire, et serait plus, à mon avis, un engagement moral qu'un engagement juridique. On a vu tout à l'heure les dispositions du bail rural, et à savoir que lorsqu'on est locataire depuis un certain nombre... il y a un bail a été établi, du coup, le locataire dispose d'un droit de préemption, il est prioritaire en cas de vente. Et on a vu aussi que le bail rural engageait des dispositions d'ordre public. Dès lors que le locataire et le bailleur signeraient un engagement comme quoi il loue et le locataire s'engagerait à acheter à partir d'un certain moment, ça ne peut être qu'un engagement moral puisque rien n'oblige le locataire à acheter plus à cette année-là qu'à une autre année. Donc le contrat de location-vente, même s'il est parfois réalisé, on le rencontre à ses limites d'un point de vue juridique et je considérais plus que c'est un engagement moral qu'autre chose, quoi. Puisque en fait le bail est de 9 ans et donc si l'acquéreur ne décide de ne pas acheter, le bail peut très bien continuer. Voilà, le bailleur ne peut pas imposer au locataire d'acheter plus à la 4e année qu'à la 6e année, qu'à la 8e année. D'accord, très bien. J'avais des questions sur les baux. Qu'entend-on par bail sous seing privé? Et deuxième question, quelle différence entre un bail de 9 ans signé sous seing privé et un bail notarié de 9 ans? Alors, le bail sous seing privé, c'est le bail qu'on va établir, on peut disposer d'un modèle, c'est-à-dire un contrat écrit, une feuille établie entre le propriétaire et le locataire, sans qu'il y ait une formalité particulière qui est la formalité d'un acte authentique, c'est-à-dire un acte notarié. Donc c'est un bail établi sur un papier libre, on va dire, entre les deux parties. Donc il est établi pour 9 ans. Et l'autre question, c'était la différence par rapport au bail notarié, c'est ça Sylvie? Tout à fait, oui. De 9 ans. Voilà, de 9 ans. Alors, très peu de différence par rapport aux droits et devoirs, on va dire, de propriétaire-locataire. Un point important, c'est quand même en matière de fermage, puisque l'acte notarié, l'acte authentique, a ce qu'on appelle force exécutoire. Et ce qui permet, en cas d'impayé, si c'est un bail de 9 ans qui est établi par voie notariée, en cas d'impayé de fermage, permet au propriétaire d'engager des mesures d'exécution forcée du fermage auprès du locataire, simplement parce que c'est un bail notarié qui a été établi et n'est pas obligé, dans ces cas-là, d'obtenir une décision de justice, comme ce serait le cas en matière de bail sous seing privé, cette décision de justice, elle vaudrait force exécutoire. Donc, pour résumer un peu, c'est le bail notarié de 9 ans et surtout un intérêt pour le propriétaire, ce qui craindrait des impayés de fermage. Une autre question concerne les baux, le bail environnemental. Vous n'en avez pas parlé dans votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et les spécificités de ce bail? Alors le bail qu'on appelle le bail à clause environnementale est un bail qui peut être réalisé soit par, la plupart du temps ce sont par des collectivités, des personnes publiques, dans certaines parties du territoire. On peut avoir certaines parties du territoire qui comportent des obligations particulières en termes environnementaux. Je donne un exemple, on est en zone Natura 2000, on a des obligations particulières en termes d'exploitation. Donc c'est un bail qui peut être réalisé comme ça par une personne publique dans certaines zones du territoire où des obligations environnementales réglementaires existent déjà. On peut aussi avoir ce type de bail-là réalisé par une personne privée, là dans ces cas-là, pour le maintien de conditions environnementales existantes. Un bail a été conclu, la personne exploite en agriculture biologique, le propriétaire souhaite faire un bail qui maintient ces conditions
d'exploitation en agriculture biologique. Dans ces cas-là, il est possible de faire un bail à clause environnementale avec maintien des conditions en agriculture biologique. Y a-t-il des démarches spécifiques à faire ou bien ça rentre tout simplement dans le cadre de l'acte? Ce sera, ça peut être sur la forme, ça peut être un bail sous seing privé, hein, mais par contre, on ne peut pas le faire à n'importe quel moment. Hein, c'est-à-dire que on va être dans une situation de contrainte réglementaire, environnementale qui existe déjà, ou si c'est pas le cas, c'est simplement dans le cadre de maintien de conditions environnementales, de conditions d'exploitation, qui existent déjà. C'est-à-dire que voilà. On a quand même des jalons réglementaires qui ne permettent pas de faire un bail à clause environnementale dans toutes les situations. D'accord. Alors j'ai une question en lien avec la SAFER, j'en ai même deux. Donc première question, la SAFER peut-elle préempter une surface en location? Et deuxième question, donc je vais acheter des terres, est-ce que la SAFER va obligatoirement intervenir? Alors, le locataire dispose d'un droit de préemption qui est supérieur à celui de la SAFER. Donc, si les terres sont louées, la SAFER n'interviendra pas dans cette situation-là. Et deuxième situation, en cas de vente, comme je l'ai dit tout à l'heure, au stade du compromis, donc le rédacteur de l'avant-contrat, qui est très souvent le notaire, a l'obligation de notifier cette vente-là, ce compromis-là, cette promesse à la SAFER, qui pourra éventuellement préempter. Je dis éventuellement, hein, parce que la SAFER ne va pas préempter si elle n'a aucune raison, aucun motif, aucun candidat pour préempter. Elle sera notifiée de cette vente-là et après, elle décidera de l'opportunité ou pas de préempter. Par exemple, si elle a certains agriculteurs qui lui demandent d'intervenir parce qu'ils voudraient justement acquérir ces terres-là et lui demandent d'intervenir. Elle peut aussi préempter à la demande de collectivités qui, par exemple, auraient besoin de se constituer des réserves foncières puisqu'il y a des projets, par exemple, un projet de route qui va être réalisé. Elle demande à la SAFER de se créer une réserve foncière dans le but de compenser demain des agriculteurs qui perdraient du foncier. Mais ce n'est pas une obligation, quoi. Ce n'est pas une obligation. Bon nombre de notifications qui sont faites à la SAFER. Bien sûr, la SAFER, la plupart du temps, ne préempte pas sur toutes les notifications qui lui sont adressées. D'accord. Alors j'avais une question sur une installation avec du portage foncier. Quand doit se faire la demande d'autorisation d'exploiter? Donc s'il y a un portage foncier, et comment s'articule ce portage foncier avec la vente immobilière? Alors moi je ne comprends pas le terme portage foncier. Alors, s'il y a un achat avec du portage foncier, peut-être portage foncier SAFER, portage foncier conseil régional peut-être, ou alors apporteur de capitaux extérieurs privés. En tout cas, la demande d'autorisation d'exploiter sera à faire à partir du moment où on envisage de la mettre en valeur, quel que soit le titre de jouissance. Donc, même s'il y a quelqu'un qui achète et qui porte le foncier, si quelqu'un porte le foncier, vraisemblablement les terres seront données en location aux bénéficiaires. Et donc, c'est avant la location, avant d'entrer dans les terres, donc si possible au moins 6 mois avant, que la personne devra demander son autorisation d'exploiter. Et dans le cas où en fait le portage est fait avec la SAFER, ou en fait oui. En tout cas c'est lié au Alors sur un portage foncier SAFER c'est différent puisque un attributaire SAFER n'a pas besoin de demander d'autorisation d'exploiter. La SAFER ne peut pas attribuer du foncier sans l'accord des commissaires du gouvernement et donc cet accord des commissaires du gouvernement vaut autorisation d'exploiter. Donc dans le cas d'une acquisition SAFER ou même dans le cas d'une cession globale où la SAFER aurait des terres en maîtrise en location, en intermédiation locative, la personne est dispensée de demander une autorisation d'exploiter. Très bien. En fait, je vois que l'heure tourne. Temps... Du coup, oui. Alors toutes les questions qui n'auront pas de réponse, on reprendra contact en fait. Oui, tout à fait. Voilà, pour apporter les réponses. Oui, il va être donc 15 h. Merci beaucoup Magali pour toutes ces précisions. Merci à vous. Le temps imparti donc pour notre conférence est presque écoulé. Vous pouvez trouver toutes les informations que vous souhaitez ainsi que les contacts du réseau transmission sur les sites
transmissionenagriculture.com et également je me lance en agriculture.com. Au nom de toute l'équipe qui a organisé cette conférence, je vous remercie de votre écoute, de votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les questions liées à votre projet de transmission ou d'installation. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir.